Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 6 février. À la une de l'actualité, le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu Zwelivelile Mandela, le petit-fils du défunt leader sud-africain Nelson Mandela. Nous l'écouterons dans quelques instants. Séisme dévastateur en Turquie et en Syrie, faisant des milliers de morts et de blessés. Le président de la République adresse des messages de condoléances aux présidents des deux pays. Et l'aide internationale s'organise. L'Algérie envoie la première équipe de sauvetage composée de 89 médecins et agents de la protection civile vers la Turquie. Une cellule de crise mise en place par les affaires étrangères pour suivre la situation de près. Sécurité sanitaire vers l'élaboration d'une stratégie intersectorielle commune destinée à protéger le citoyen. Nous en parlerons avec notre invité Kamel Senhadji, directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu Zwelivelile Mandela, le petit-fils du défunt leader sud-africain Nelson Mandela. La rencontre a eu lieu en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Abdelaziz Khelef. Le petit-fils du défunt leader sud-africain a mis en exergue l'excellence des relations bilatérales entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Je vous propose de l'écouter. J'ai eu l'honneur et l'immense privilège d'être reçu par le président Abdelmajid Tebboune, qui est une personnalité inspirante pour les Algériens, mais aussi pour nous en tant que Sud-Africains. Vous savez que nous considérons l'Algérie comme la terre des révolutionnaires et des martyrs. Durant l'audience que m'a accordée le président de la République, nous avons discuté des voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale et l'excellence des relations entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Together in building closer cooperation. Zwelivelile Mandela a salué par ailleurs la dynamique et l'énergie de la jeunesse algérienne. Je vous propose de l'écouter. What was truly inspiring. Ce que je garde de ma visite et ce qui m'a réellement marqué est cette dynamique de développement qui a été initiée et qui est palpable sur le terrain. Une dynamique basée essentiellement sur la jeunesse, une jeunesse bouillonnante d'idées, entreprenante, ambitieuse et pleine d'espoir. Les jeunes œuvrent à devenir des citoyens actifs qui participent pleinement à cet essor. Je quitte l'Algérie aujourd'hui très heureux d'avoir eu la chance de visiter mon deuxième pays et je reviendrai pour découvrir encore plus de facettes de ce beau pays. Mais il est surtout question aujourd'hui de trouver ensemble les voies et moyens de développer davantage les relations entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. La création d'un vol direct entre Alger et Johannesburg serait un premier pas vers le renforcement de nos relations et permettrait aux Algériens et aux Sud-Africains de visiter leurs pays respectifs. J'ai eu le privilège de visiter Tipaza, une très belle région. Et je pense sincèrement que les Sud-Africains qui visiteront l'Algérie et auront la chance de l'explorer vont réellement tomber sous le charme de ce magnifique pays. Nous allons œuvrer ensemble à promouvoir la coopération entre nos deux pays. Ce fut un honneur d'avoir pu séjourner ici. And we are really honored to have been here during this period in Algeria. Thank you. Dans l'actualité, un séisme dévastateur a touché la Turquie et la Syrie, faisant des milliers de morts et de blessés. Le président de la République adresse des messages de condoléances à ses homologues turcs et syriens. Ahmed Tebboune s'est adressé d'abord à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, dans lequel il a exprimé ses sincères condoléances aux familles des victimes. C'est avec une grande tristesse et une profonde affliction que nous avons appris la nouvelle du séisme dévastateur, faisant des milliers de victimes, des morts, des blessés et des personnes encore ensevelies sous les décombres et d'importants dégâts matériels. Face à l'ampleur de cette catastrophe humaine qui a frappé le peuple turc, frère, je présente au nom du peuple et du gouvernement algérien et en mon nom personnel, mes sincères condoléances du président au gouvernement et au peuple de la République de Turquie. Et mes profonds sentiments de compassion aux familles des victimes en cette pénible circonstance, priant Allah le Tout-Puissant de vous aider à surmonter
surmonter cette épreuve et d'accueillir les victimes en son vaste paradis, a poursuivi le président de la République, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Je tiens également à vous exprimer le plein soutien de l'Algérie au peuple turc frère en cette épreuve difficile, ainsi que notre disponibilité à contribuer à tout effort susceptible d'atténuer l'impact de cette pénible tragédie. En vous réitérant mes condoléances les plus attristées et notre solidarité fraternelle sincère, je vous assure, Monsieur le Président et chers frères, de ma profonde compassion et sympathie, conclut le président de la République. Message de condoléances également du président de la République au président syrien Bachar el-Assad. Nous avons appris avec une grande affliction la nouvelle du séisme dévastateur qui a frappé la Syrie, pays frère, faisant des milliers de victimes et de lourdes pertes matérielles. Face à ce drame humain qui a ébranlé le peuple syrien frère, je présente au nom du peuple et gouvernement algérien et en mon nom personnel mes sincères condoléances à votre Excellence et au peuple syrien frère, ainsi que ma compassion aux familles des victimes, priant Allah Tout-Puissant de gratifier les morts de sa sainte miséricorde et de guérir les blessés, a ajouté le président. En cette pénible épreuve, je tiens à vous assurer ainsi qu'au peuple syrien frère du plein soutien de l'Algérie, gouvernement et peuple, et de notre pleine disposition à contribuer à tous les efforts à même d'atténuer l'ampleur de ce drame. Tout en réitérant nos sincères condoléances et notre solidarité fraternelle, je vous prie d'agréer, Excellence et chers frères, l'expression de mes sentiments distingués, a conclu le président de la République. Et c'est un véritable drame survenu dans le sud de la Turquie et en Syrie voisine. 2 violents séismes de magnitude de 7,8 et 7,5 sur l'échelle de Richter ont frappé les 2 pays, faisant des milliers de morts et de blessés. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants. Et face à l'ampleur des dégâts, les 2 pays ont lancé un appel à l'aide internationale. Point de situation par Majda Jahmoun. Le sud-est de la Turquie et la Syrie frappés par un séisme dévastateur d'une puissance phénoménale, 7,8 sur l'échelle de Richter tôt le matin, suivi d'une puissante réplique de 7,5 provoquant des scènes apocalyptiques. Des milliers d'immeubles se sont complètement effondrés comme des châteaux de cartes, faisant 2300 morts et plus de 10 000 blessés selon un bilan provisoire. Une véritable course contre la montre est engagée pour sauver les personnes encore piégées sous les décombres, un bilan qui risque de s'alourdir considérablement. Il faut savoir que la Turquie est un pays à fort risque sismique. Elle avait enregistré en 1999 un tremblement de terre sur la faille d'Anatolie du Nord qui avait causé la mort de plus de 17 000 personnes. Mais le sud du pays n'a pas connu de séisme aussi puissant depuis 2 siècles. Les provinces syriennes d'Alep, Latakia, Hama et Tartus ont-elles aussi été touchées de plein fouet par ce violent séisme. Selon un bilan provisoire du ministère de la Santé, près de 500 personnes ont été tuées. Des centaines de familles sont toujours sous les décombres dans plusieurs provinces. L'aide est ralentie par le large périmètre des zones sinistrées et des conditions climatiques difficiles. Un appel à l'aide internationale a été d'ailleurs lancé par le gouvernement syrien. Suite à cette catastrophe meurtrière, les aides de la communauté internationale commencent à affluer vers les 2 pays. Plusieurs nations, dont l'Algérie, la Grèce, la Russie ou l'Égypte, ont confirmé l'envoi des aides en Turquie et en Syrie. L'Union européenne, quant à elle, a activé un mécanisme de protection civile. Et en application des instructions du président de la République, le ministre de l'Intérieur a supervisé l'envoi de la première équipe de la protection civile vers la Turquie pour participer aux opérations de secours et de sauvetage depuis la base aérienne militaire de Boufali. Il s'agit de pas moins de 89 agents et médecins en plus de l'équipe cynotechnique. Depuis l'unité nationale d'entraînement de la protection civile, ce matin, Brahim Balad a rappelé les traditions ancrées de l'État algérien en matière de solidarité internationale, notamment en ce qui concerne la lutte contre les catastrophes naturelles. Je vous invite à l'écouter. Je me suis déplacé ici sur instruction du président de la République et sous la direction du Premier ministre afin de superviser le départ des éléments de la protection civile. Ces derniers ont prouvé à maintes occasions leur haut professionnalisme, leur capacité, leur bravoure dans ce genre de situation. Sous la supervision de leur directeur général, ils ont pu en quelques heures se préparer leur équipement et le matériel nécessaire pour prêter aide et assistance à leurs frères en Syrie et en Turquie.
Turquie. Aujourd'hui, c'est une première équipe composée de 89 éléments et d'équipes cynotechniques qui part. Il est probable qu'une autre parte demain vers la Syrie. L'Algérie reste fidèle à ses valeurs de solidarité et à ses engagements envers les pays amis et frères. Le président de la République suit la situation de très près. Pour l'heure, aucune victime algérienne n'a été dénombrée dans les séismes de Turquie et de Syrie, selon le ministère des Affaires étrangères. Ce dernier a mis en place une cellule de crise qui suit la situation de près, en coordination avec les représentations diplomatiques sur place et les autorités locales. Les détails depuis le siège du ministère par Fella Bendour. Il est presque 17h au call center. Une trentaine d'appels ont été enregistrés dès les premières heures de la mise en place de la cellule de crise au sein du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Depuis ce matin, nous sommes en alerte pour le suivi de la situation de la communauté algérienne, aussi bien établie en Turquie qu'en Syrie. À l'heure où je vous parle, nous n'avons pas reçu d'informations encore concernant des Algériens qui seraient soit décédés ou blessés. Nous avons reçu quelques informations concernant des habitations d'Algériens en Syrie qui auraient été endommagées par le fait de ce tremblement de terre, mais sans perte humaine jusqu'à présent. Et pour rassurer les familles algériennes, un suivi permanent est garanti également par les 3 représentations diplomatiques dans les pays concernés par la catastrophe. Les 2 ambassades et le consulat général ont mis en place des cellules de crise et de suivi. Nous avons également au niveau central une cellule de crise qui coordonne toute l'activité de ces 3 unités. Les familles peuvent entrer en contact aussi bien avec le ministère des Affaires étrangères par le truchement de cette cellule de crise ou éventuellement par le truchement des cellules établies au niveau des ambassades et du consulat général. Donc, une fois l'information reçue, nous engageons le processus de vérification et d'information sur la situation des ressortissants. Entre Ankara et Istanbul, ils sont près de 7000 Algériens. En Syrie, ils sont plus de 2500, en plus des Algériens de passage dans ces 2 pays. Nous avons au niveau de ces postes mis en place un dispositif d'assistance aux Algériens éventuellement qui seraient touchés par ce séisme. Et au niveau central, il y a des préparatifs pour assister sur le plan humanitaire. Et je rappelle à ce propos la décision de Monsieur le Président de la République de dépêcher une équipe de la protection civile composée de 89 éléments de différentes spécialités en Turquie. Donc, ils arriveront dans quelques heures. Et le ministère des Affaires étrangères appelle par ailleurs les ressortissants algériens à suivre les mesures de sécurité établies par les autorités du pays où ils se trouvent et de rester en contact avec les consulats algériens à Ankara et Damas. Des numéros verts sont mis à leur disposition, à la disposition de leurs familles, comme vous le voyez sur ces images. Coopération, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Rad, a reçu aujourd'hui son homologue palestinien, Ziad Mahmoud Mohamed. Les 2 parties ont discuté de plusieurs questions d'intérêt commun et à leur tête, la question palestinienne. Le général-major Mohamed Salah Ben Bisha, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a reçu aujourd'hui au siège du ministère de la Défense nationale l'ambassadeur de la République de Corée en Algérie, Kim Jang-mo, à la tête d'une délégation de haut niveau. À l'occasion, les 2 parties ont tenu des discussions bilatérales portant sur les domaines d'intérêt commun, et ce en présence du général-major directeur des relations extérieures et de la coopération MDN et des membres de la délégation qui l'accompagnent. À l'issue, les 2 parties ont échangé des présents symboliques.
Sécurité alimentaire vers l'élaboration d'une stratégie intersectorielle commune destinée à protéger le citoyen, annonce ce matin en marge d'une rencontre organisée par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. En plus du secteur de la santé, l'approche englobe le commerce, l'agriculture, l'industrie et l'environnement. Pour plus de détails, on regarde ce sujet de Amel Bouarba. La sécurité sanitaire, un enjeu crucial sur lequel mise l'Agence nationale de sécurité sanitaire créée en 2020. C'est d'ailleurs l'objectif clé de ce premier colloque scientifique qui regroupe des représentants de différents secteurs et des experts dans les domaines de la santé, l'environnement et la nutrition. Un aspect primordial, la sécurité alimentaire au cœur des préoccupations. Le ministère de la Santé, donc conscient de l'importance des maladies liées à l'alimentation, notamment les toxi-infections alimentaires collectives et autres maladies, par exemple certains contaminants d'origine chimique ou biologique dans les aliments. Et le ministère de la Santé s'est doté d'un plan national de sécurité sanitaire qui justement va aider notre pays à renforcer la politique, la réglementation liée à l'alimentation, renforcer l'intersectorialité dans le domaine de sécurité sanitaire alimentaire, ainsi que d'augmenter la capacité des laboratoires, notamment dans le contrôle et la veille sanitaire. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère du Commerce qui régulièrement nous envoie des expertises. Alors, dès qu'il y a une alerte au niveau national, nous procédons à l'expertise. Il y a des risques de maladies transmissibles, comme les infections. Il y a des risques de maladies non transmissibles, comme le cancer, qui est le meilleur exemple, parce qu'on peut choper un cancer parce qu'on a une génétique, mais aussi parce qu'on a un environnement qui n'est pas sain, une alimentation qui n'est pas saine. Donc le plus important maintenant, c'est d'avoir une volonté politique importante, et c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, une vraie collaboration entre les différents secteurs dans la santé, le commerce, l'environnement. Il n'y a pas que les cancers. Le cancer, tout ce qui est cancer digestif, c'est en rapport directement avec l'alimentation. Mais il y a aussi le cancer du sein, l'obésité qui engendre des maladies métaboliques telles que le diabète, mais aussi des maladies auto-immunes. Là, on voit beaucoup de maladies inflammatoires, des rhumatismes qui apparaissent parce que notre alimentation, elle est trop sucrée, elle est trop salée, mais aussi il y a beaucoup de conservateurs de produits chimiques. Il s'agit ainsi de mettre en place un système d'observation globale et multisectoriel en vue d'élaborer des stratégies et d'anticiper les risques. Nous avons participé déjà à l'élaboration de plusieurs règlements techniques. Il y en a d'autres qui sont dans le pipe, qui sont prévus pour assurer justement qu'il y ait donc un minimum de qualité pour les produits, notamment agroalimentaires ou alimentaires, qui passent par un processus industriel. On est là pour produire des normes et des règlements techniques, mais aussi du fait qu'on est aussi la tutelle du secteur de l'industrie. On veille à ce que l'industrie agroalimentaire soit à la pointe de la technologie, soit à la pointe de la précaution qu'il faut prendre en matière de protection du consommateur, afin que les produits qui seront mis sur le marché national soient d'une innocuité maximale pour nos concitoyens. La sécurité sanitaire du citoyen, une responsabilité qui incombe à tous, d'où l'importance d'impliquer les différents secteurs. Nous veillons aussi toujours dans cette sécurité sanitaire à former les citoyens. Il faut savoir que ça fait 10 ans que nous formons les citoyens en termes de secourisme. Nous avons déjà près de 160 000 personnes formées aux premiers gestes de secours. Les participants ont abordé les différents défis dans le domaine de la sécurité sanitaire et discuté des moyens permettant de les surmonter. En ligne de mire, la mise en œuvre d'une stratégie commune de sécurité sanitaire. Pour en savoir plus avec nous ce soir, Kamal Senhadji, le président de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire. Bonsoir monsieur, merci d'être parmi nous ce soir. Merci madame, merci de m'avoir convié à votre émission et je salue tous vos téléspectateurs d'ici et de là-bas. Merci monsieur Senhadji. Le volet alimentaire, un volet important de la sécurité sanitaire. Comment protéger le citoyen et en quoi consiste cette approche multisectorielle, monsieur Senhadji ? En fait, l'Agence de sécurité sanitaire
comme l'a bien démontré votre reportage, a joué son rôle fédérateur. Nous pensons que c'est pour la première fois que tous les secteurs qui sont impliqués plus ou moins directement dans l'aspect sanitaire du citoyen ont été rassemblés. Donc, parce que auparavant, il y avait une espèce de fonctionnement un petit peu en silo. Donc, l'Agence de sécurité sanitaire, de par la qualité de son expertise scientifique pluridisciplinaire, a analysé qu'il fallait donc un petit peu démanteler ce qui peut nuire à la santé du citoyen, et cela a été le déclencheur de cette prise de conscience par rapport à l'état de santé. Ça a été précipité un petit peu par toutes ces crises sanitaires, en particulier celle de la crise générée par la pandémie Covid. Donc, on a vu en fait que la santé, il n'y a pas que les pandémies qui sont là parce qu'elles ont un effet immédiat, donc un peu spectaculaire, mais nous avons pris conscience que d'autres aspects liés à l'environnement du citoyen dans son ensemble, en fait, sont aussi dangereux qu'une pandémie. Je veux dire par là, par exemple, l'alimentation, c'est quelque chose qui se fait en chronique. Donc nous consommons des produits, il y a du sel, du gras, du sucre, etc. Mais on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que les dégâts peuvent se faire à long terme. Donc l'Agence de sécurité sanitaire a une approche multidisciplinaire de par son conseil scientifique et de par son personnel qui est de nature pluridisciplinaire. Nous avons en plus des médecins, des pharmaciens, des biologistes, nous avons des mathématiciens, des modélisateurs, nous avons des psychologues, nous avons des économistes, etc. Parce que c'est comme ça qu'il faut aborder la sécurité sanitaire et que, en fait, tout ce dont a besoin le citoyen dans sa consommation, dans son régime alimentaire, dans l'eau qu'il consomme, dans les produits cosmétiques, dans l'air qu'il respire, etc. Tout cela doit être analysé d'une façon scientifique. Et c'est pour cela que tous ces secteurs qui gèrent l'eau, qui gèrent l'environnement, qui gèrent le commerce, etc., parce que c'est ça qui est mis à disposition du public. Et c'est ça qui va nuire en quelque sorte si tous ces produits et tout cet environnement n'est pas sain. Donc l'Agence de sécurité sanitaire va utiliser un certain nombre de data, de données, les croiser, etc., pour faire des corrélations et apporte la démonstration scientifique de la corrélation entre telle cause avec telle maladie. Il y a toute une plateforme qui a été développée, etc., pour pouvoir avoir des démonstrations scientifiques évidentes pour montrer que la sécurité sanitaire peut être menacée par tel ou tel aspect. Donc, ce qui va générer plus tard un message pédagogique, ce qui est prioritaire pour le citoyen, parce que c'est la meilleure façon de faire de la prévention. Et là... Monsieur Serhadj, vous en parliez tout à l'heure, vous parliez de la pandémie de Covid-19. L'agence a été créée en pleine, justement, en période de pandémie. Aujourd'hui, quelles sont ses priorités ?
Qu'est-ce qui est? Quelles sont ces priorités? Les priorités de l'agence? De l'agence. Oui, ce n'est pas après cette période de pandémie. Ce n'est pas du tout une agence de Covid. Hein. Ça, il faudrait l'évacuer. Mais le Covid a été peut-être un ferment, une occasion pour... parce que la crise de Covid a montré d'autres aspects de la prise en charge médicale. D'ailleurs, ça s'est passé dans tous les pays, même avancés, qui ont eu leur système de santé plus ou moins écroulé. Parce que, et là, donc, ça nous oblige à regarder, ce n'est pas seulement une question de bâtiments, de gros bâtiments, etc., d'infrastructures qui va résoudre tous ces problèmes urgents, mais c'est faire appel à tous ces moyens modernes de technologie et d'analyse des datas, des données, pour pouvoir un petit peu anticiper sur ce qui va se passer, et surtout pour anticiper et augmenter les signaux faibles. C'est-à-dire, il ne faut pas se croiser les bras et attendre qu'une pandémie arrive, mais on peut amplifier certains indicateurs qui peuvent nous mettre sur la voie avant que la pandémie, par exemple, arrive, ou avant qu'un phénomène puisse interférer avec la santé des citoyens. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Kamal Senhadji. Je rappelle que vous êtes président de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Dans l'actualité, gros plan sur une start-up spécialisée dans la technologie et la robotique, gérée par de jeunes Algériens. Elle est plusieurs fois primée. Elle a reçu notamment la distinction du président de la République destinée aux sociétés privées et aux start-up. Un sujet signé Wissal Ould Djouabi, Pajda Jahmoun. Un travail collaboratif et une intelligence collective, c'est ce qui distingue cette start-up spécialisée dans la technologie et la robotique. Gérée par de jeunes compétences, leur but, obtenir un produit de qualité et compétitif. Nous construisons nous-mêmes les modèles de kits robotiques. Nous répondons aux différentes demandes des entreprises qui nous sollicitent pour leur créer, entre autres, des sites web et des applications. Nous avons reçu plusieurs prix, notamment la distinction du président de la République destinée aux startups. Ce n'est pas par hasard que nous avons reçu cette distinction. Nous avons déployé beaucoup d'efforts en 2021 pour en arriver là. Le secteur des startups est un secteur prometteur et même si nous bénéficions des facilitations de l'État, il faut que les jeunes sachent qu'il faut travailler sérieusement pour réussir. Il est possible de commencer par une idée simple et la développer par la suite. Le but des startups est de booster l'économie nationale. Passionnés par la robotique et la mécatronique, le rêve de ces jeunes est de contribuer au développement de l'économie de la connaissance. Mon domaine est l'automatique et je suis là pour faire bénéficier les enfants de mon expérience. Mon rôle consiste à leur enseigner le b.a.-ba de l'électronique, ses bases, la programmation d'une façon simple et claire. Je les aide également à développer et stimuler leur créativité dans ce domaine. Nous proposons différentes formations dans le domaine de la technologie, que ce soit pour les adultes ou encore pour les enfants. Une nouvelle génération de jeunes diplômés des universités algériennes qui n'a pas peur de relever le défi de concurrencer les pays les plus avancés en matière de nouvelles technologies. Et on s'intéresse ce soir au travail des auxiliaires scolaires ou de vie en milieu scolaire. Les parents font souvent appel à eux pour accompagner les enfants aux besoins spécifiques. Ils leur facilitent l'intégration scolaire, quelle que soit la nature de leur handicap. Reportage à Oran de Yasmine Arbali. Cela fait plus d'1 an que Karima et Ryan se connaissent. Le jeune garçon atteint d'autisme a besoin de son auxiliaire de vie scolaire pour suivre les cours. Son rôle, l'accompagner dans son apprentissage et s'assurer qu'il comprend les consignes. Auprès de cet élève, mon rôle est de l'aider un petit peu dans l'attention, mais surtout dans tout ce qui est prise de notes et compréhension. Il a des soucis dans la calligraphie, donc moi je suis là pour compenser ces moments d'écriture d'une façon plus facile et adaptée. Entre ce duo, il existe beaucoup de complicité. C'est l'une des clés de la réussite de cet accompagnement. Et Karima a ses techniques.
Quand je viens chaque matin, il faut que je le taquine d'abord pour le mettre à l'aise et qu'il puisse bien comprendre. Parce que s'il n'est pas dans cette disposition, ça serait un peu compliqué. Bien qu'à 13 ans, il ne soit qu'en 4e année primaire, Ryan a fait d'importants progrès grâce à son accompagnement par un AVS. Je me suis dirigée vers la DAS. On m'a proposé la solution de l'AVS, auxiliaire de vie scolaire. Et j'ai marché dans ce sens. On a cherché une AVS formée de la faculté. C'était une psychologue clinicienne. Pour le plan apprentissage, ça a donné de très bons résultats parce que l'AVS est là justement pour canaliser ces troubles de comportement en cas où il est saturé. Elle sait quoi faire. Concernant les AVS, la direction de l'éducation donne une autorisation d'accès à l'AVS. Une fois l'autorisation, au préalable, il y a une autorisation délivrée par la DAS après une étude du dossier par une équipe psychologues, d'orthophonistes et de pédagogues qui donnent un avis médical sur le besoin de l'enfant d'un AVS pour faciliter ou bien pour l'aider dans ses cursus. En résumé, l'auxiliaire de vie scolaire permet d'aider les enfants aux besoins spécifiques dans leur scolarité. C'est un soutien pour l'élève dans sa quête d'autonomie. L'activité est aujourd'hui un vrai métier d'utilité publique. À l'occasion du 60e anniversaire de la disparition de Abdelkrim El-Khattabi et de la création de la République du Rif, l'Institut national d'études de stratégie globale a tenu une conférence sur la portée maghrébine dans la pensée d'El-Khattabi. Les mouvements anticoloniaux notamment ont été le lien commun. Chercheurs et historiens sont revenus sur la dimension de cette histoire commune et cette unité entachée par la trahison du Marzan. On écoute à ce sujet l'enseignant Hassan Arab et le directeur de l'INES, Abdelaziz Medjahed. Ils sont au micro de Raouf Hamouche. Voilà un personnage qui a marqué l'histoire du Maghreb, du monde arabe et des peuples qui ont lutté contre le système colonialiste et les forces impérialistes durant des années. Son esprit demeure encore vivace aujourd'hui parce qu'il y a encore, même dans le territoire de l'ancienne République qu'il avait fondée au Rif, des gens qui se réfèrent, qui veulent poursuivre le combat de cet homme qui n'a pas cessé de dénoncer le système du Marzan basé, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les mercenaires, mais aussi sur la corruption. Il était le premier à interdire l'exploitation du cannabis. 60e anniversaire de la mort d'un illustre maghrébin et le 100e anniversaire de la création de la République du Rif. Revenez à Massinissa, à Yogurta, à l'Amir Abdelkader. Vous avez toujours, c'est la même trajectoire, c'est le même esprit, c'est les mêmes aspirations. Et du nouveau dans l'affaire de corruption au Parlement européen, l'implication du Marzan de plus en plus confirmée avec notamment des photos de Lahsen Haddad, président de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne, avec Panzeri et Cozzolino. Elles viennent démentir ces déclarations dans lesquelles il a nié toute rencontre avec ces derniers. Le président de la commission Maghreb du Parlement européen, Andrea Cozzolino, est accusé d'avoir reçu des pots de vin. Quant à Pierre Antonio Panzeri, ancien eurodéputé et qui a fait figure de personnage central dans cette affaire de corruption, est inculpé et placé en détention provisoire. Les enquêteurs belges avaient saisi à ses domiciles plus d'1,5 million en liquide, d'euros en liquide. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.